Donc, propagation d'une onde lumineuse. Donc, dès le titre, on qualifie la lumière comme une onde. C'est pour cela que le premier type, le 1 en chiffre romain, la lumière est un phénomène ondulatoire. 1 en chiffre, on peut poser la question. La lumière est un phénomène ondulatoire. D'accord. On peut poser la lumière est-il un phénomène ondulatoire? On va essayer de la mise en évidence tout à l'heure. Ce que nous allons étudier pendant cette séance qui durera 2 heures, ou même tout le chapitre peut avoir 4 heures, il a nécessité une durée qui s'étale sur plus de 3 siècles. 3 siècles de réflexion sur la lumière pour qu'on arrive au début du XXe siècle et d'avoir une idée, si vous voulez, claire sur ce qui est la lumière. Et malgré ça, toujours, on essaie de comprendre mieux et des questions qui se posent sur cette côté ondulatoire de la lumière. Avant de traiter cette question-là, qu'est-ce que vous entendez par lumière? C'est quoi la lumière? Oui. Terme lumière est lié dans la pensée des gens, c'est un mode d'éclairage. L'absence de lumière, c'est on ne peut pas voir. Donc, la première des choses, c'est que la lumière a été toujours liée à l'œil. Évidemment, nous avons une branche de la physique qui est l'optique. Et l'optique, c'est qui s'intéresse au phénomène, au début, lié à l'observation, lié à l'œil, et par la suite, on a élargi cette notion et aller de l'optique géométrique à l'optique physique, même aller à des phénomènes que l'œil ne peut pas percevoir, ne peut pas voir. Donc, la question de la lumière a été posée depuis l'Antiquité. Il y a des savants, dont les Grecs, qui ont commencé à élaborer, si vous voulez, la première théorie concernant la lumière. Et ils ont, c'est vers 450 ans avant Jésus-Christ, là, déjà, cette notion de théorie de lumière a été élaborée, et que la lumière, elle se propage en ligne droite. Mais la lumière en elle-même, c'est quoi? Cette question, elle persiste et elle durera des siècles. Après les Grecs, qui étaient sous la gouvernance de l'Empire romain, avec la chute de l'Empire romain, le progrès scientifique et cette recherche a été si vous voulez, s'est arrêté. Et plusieurs d'autres civilisations ont pris la relève à se percher vers connaître cette lumière-là. Et j'aime bien passer par un des plus grands savants arabo-musulmans. C'est dans l'époque de la civilisation arabo-musulmane, où le savant éminent, c'est Jabir ibn al-Hayyan, qui est reconnu comme le premier scientifique entre les Grecs et les Européens avant la Renaissance.
C'est lui, pourquoi je vais le citer dans cette leçon, parce que c'est lui qui a parlé la première fois du phénomène de réfraction qu'on va étudier là, et de phénomène de réflexion, tout ce qui est lié à la propagation de la lumière dans les milieux. Et c'est lui qui a séparé les sources lumineuses. Et avant lui, on disait que pour voir, l'œil émet de la lumière. C'est l'œil qui émet de la lumière, elle tombe sur les objets, puis cette image se constituera chez l'observateur. Mais lui, non. Il a dit que la lumière provient des sources, et cette lumière, elle est réfléchie sur ces objets, et il se formera une image. C'est lui qui a donné Jabir ibn al-Hayyan, mais chez les Latins ou les Européens, ils le connaissent par un nom, qui est Al-Hazin. C'est ça son nom. Comme Ibn Rushd, il est connu pour Averroès, Ibn Sina, il est connu avec Avicenne, et ainsi de suite. C'est-à-dire des noms qui ne sont ni arabes ni rien du tout, qui ressemblent à leur nom, aux noms utilisés par ces noms. Donc, avant qu'il y ait la Renaissance européenne, il y avait d'autres savants. Je citerai que celui-là parce qu'il est lié à notre leçon, mais il y a d'autres savants arabes et musulmans qui étaient très actifs dans le domaine scientifique avant qu'ils laissent la relève aux Européens qui continuent ce travail. Donc, j'ai dit, ça demande plus que du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Toujours, on essaie de donner une théorie qui est la plus proche à la réalité de la lumière. On pensait qu'il s'agit il est formé des corpuscules très petits, et oui, c'est après la notion de photon. Et après, c'est le Huygens et Young qui ont fait la célèbre expérience qui est l'objet de cette leçon-là. C'est-à-dire la lumière, lorsqu'il a traversé un obstacle, quel est le phénomène que se produit. Et ce phénomène, on peut dire que ces savants-là, soit qu'ils ont de la chance, soit qu'ils n'ont pas de la chance, parce que avant la lumière, qu'on la traitera comme une onde, nous avons déjà, ce que nous avons étudié, les ondes mécaniques. Et la présence des ondes mécaniques, il a aidé énormément l'étude pour connaître, pour savoir si vraiment la lumière, elle est une onde, mais elle a absorbé avec cette comparaison que la lumière nécessitera, nous avons défini une onde mécanique, c'est quoi? Elle nécessite un milieu de propagation. Et ce milieu de propagation qui va gêner la connaissance exacte de ce qui se passe pour les ondes lumineuses, ils ont supposé qu'il existe un milieu qui doit supporter cette onde lumineuse et qu'on a appelé l'éther, en arabe, al-athir. Jusque maintenant, on utilise ce mot dans les stations radio. Notre tasilukum amwajuna abra al-athir. Ça veut dire que c'est ce milieu-là qui est hypothétique, qui n'est pas réel, qui sert à supporter, si vous voulez, ces ondes lumineuses. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ondulatoire? Ça vient du onde. Ondulatoire, c'est un aspect ondulatoire, c'est-à-dire, je peux dire un adjectif ou un mot qui est dérivé de onde. On dit ondulation, des ondulations, on dit ondulatoire, on dit des ondulettes, par exemple. Le mot essentiel, c'est onde. Si tu cherches dans un dictionnaire, onde, et tu trouveras tous les mots qui peuvent venir de O-N-D-E. D'accord? Ça, pour moi, bon, vous pouvez me corriger par la suite, c'est un adjectif ondulatoire. Ça vient de
Quelqu'un peut corriger par la suite si c'est vraiment... Donc, ça vient du onde, d'accord? Donc, on mettra que un avant de passer à l'expérience. Propagation de la lumière. Propagation de la lumière. Et là, cette propagation-là, elle est liée à un principe. Vous savez que le principe, on ne peut pas le démontrer. On peut voir tout à l'heure que vraiment, on peut voir que la lumière, elle se propage selon des lignes droites. Et nous avons dit qu'un faisceau, par exemple, il est constitué de plusieurs rayons lumineux. Et ces rayons lumineux, ce sont des droites. Tant qu'il se propage dans un milieu bien défini, cette propagation est toujours faite selon des lignes droites. D'accord? Vous notez. La lumière se propage en ligne droite. La lumière se propage en ligne droite. Dans un milieu, la lumière se propage en ligne droite. Dans un milieu homogène et transparent. On ne le notera pas, c'est le principe de propagation rectiligne de la lumière, et même, il y a deux principes. J'ai dit c'est un principe qu'on admettra que la lumière se propage en ligne droite. Et il y a un autre principe qui est le principe de retour inverse de la lumière. Si la lumière emprunte un chemin donné, si on posera la source de l'autre côté, elle va emprunter quoi? Le même chemin pour aller à A jusqu'au B. Si on mettra la source en B, elle reviendra à A. Donc, c'est le principe du retour inverse de la lumière. Donc là, on passera à 1, 2. C'est étude expérimentale. Nous avons étudié la réfraction d'une onde mécanique. C'est un changement brusque de direction d'une onde lorsqu'il rencontre un obstacle, où il y a un trou ou un passage. D'accord ? Donc, on passera à la salle de côté, qui est exemplaire pour les phénomènes liés à la vision, parce qu'on aura une salle qui est parfaitement sombre. Donc, on passera, je noterai là, étude expérimentale de la diffraction. De la diffraction et non de la réfraction. D'accord ?
étude expérimentale de la diffraction. On fera le schéma. On fera le schéma avec deux Là, c'est un diaphragme. Et là, c'est de la lumière. Nous avons utilisé de laser vert. Vous partagez la page en deux. D'accord? Tache circulaire. Et là, un petit trou. S'il vous plaît, travaillez en silence. Là, c'est un écran, tache circulaire. Un trou. Et là. S'il vous plaît, un peu de silence. Mademoiselle. De toute façon, ici, c'est un diaphragme. Un trou très petite dimension, le trou. Là, c'est l'écran. Là, une seule tâche, puisque la dimension de trou il est grande, donc on voit la lumière et la obscurité. Lumière uniquement centrée. Là, une fente étroite.
en essayant de diminuer de que là c'est assez grande devant, assez grande. Peu étroite là, c'est très de l'ordre de quelques millièmes de mètre, de 0,1 millimètre. Là, ce sont des franges de diffraction de la lumière séparée par de l'obscurité. Lumière séparée des zones ou des franges éclairées. Des franges éclairées, séparées par des franges sombres. Et ça, c'est ce qui différencie là, le phénomène observé là. Et l'autre, c'est la dimension de l'ouverture que nous avons utilisée. En réalité, qu'est-ce que nous avons, quels sont les types de... Il nous manque un schéma. Oui, on parlera par la suite si on utilise une fente qui est rectangulaire. Ça, on le trouve couramment dans les exercices. La direction de la fente avec la position des franges observées. Oui. Comment? Non, j'ai dit au cours de l'expérience de tout à l'heure que, en réalité, la lumière, il n'est pas entre nous, on ne voit pas de la lumière. Tu vois la lumière que lorsqu'il est réfléchi par. D'accord? C'est la dispersion. Lorsque je poserai de la craie sur le faisceau. Et il se produit une dispersion de la lumière. Il atteindra ton œil. D'accord? Sans une interaction avec la matière, on ne peut pas voir la lumière. D'accord? Donc à la ligne, on écrira si nous voulons écrire un titre là, quel est le titre qu'on doit écrire? Propagation rectiligne de la lumière. Non, celui-ci, il est plus... là, si on mettra la A, on mettra la A1 ou A0, et les traits petits devant A. Tu l'as constaté, je vous ai montré...
l'expérience que vous avez vue, c'est avec... oui, c'est là. C'est l'ouverture, elle est réglable. Et lorsque nous avons utilisé cette dimension-là, nous avons vu uniquement une tâche. La plus petite valeur là qu'on peut avoir ne donne rien, mais nous avons utilisé celle-ci, où il y a des trous qui sont très petits par rapport à celle-ci. Et c'est là, même avec ces quatre, vous avez observé que l'image, plus l'ouverture où ce trou il est petit, plus le phénomène est très net à observer sur l'écran. D'accord? Là c'est avec un trou. Et on fera tout à l'heure avec au-dessous, en utilisant une fente de largeur A. Vous pouvez changer de place. Là, vous êtes dans un espace à faible altitude, oui. Vous êtes en bas, avec une table. D'accord? Essayez d'écrire vite. Là, c'est plus étroite. À 0, une pente plus étroite. Des franges éclairées séparées par des franges sombres. Ça y est, on passera à une fente. Donc, celui-ci est fait. Donc, utilisation du fente de dimension T. On va faire le premier schéma. Donc on utilise et là on voit une tache. Là, c'est la direction de la fente. Qui est perpendiculaire. On obtient
des franges de diffraction dans une direction qui est perpendiculaire aux directions. Là, c'est D. Et on notera là, c'est L. À partir de la moitié de frange sombre au milieu de la frange sombre, au milieu de droite, et celle de gauche. On compte à partir du milieu. C'est la largeur de tache centrale. Et de l'autre côté, on fera le même schéma, seulement on change d'orientation de la pente. Je l'ai fait d'une façon grande pour être, mais en réalité elle est petite. Là, c'est la direction de la pente. Donc les franges de diffraction se forment dans une direction perpendiculaire à celle de la pente. On aura là L. Nous n'avons pas schématisé la source lumineuse qui est le laser. Là, nous avons utilisé les piles sont épuisées. Voilà. Voilà, c'est la lumière que nous avons utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on écrira comme conclusion, sans oublier ce que nous avons étudié dans les ondes mécaniques? Parfois, on nous pose la question d'écrire ce que nous observons sur l'écran. Et vous devez mentionner l'orientation des tâches observées par rapport à la direction de... par exemple, dans l'énoncé, on donne une fente verticale. Qu'est-ce qu'on va dire? On obtiendra des tâches horizontales. Lorsqu'ils nous disent une fente qui est verticale, nous obtenons des taches lumineuses séparées par des régions sombres dans une direction qui est horizontale. Ou on fera un schéma, soit celui-ci, soit l'autre. Donc à la ligne, s'il vous plaît, vous écrivez. Essayez de tracer à main levée, c'est-à-dire sans utiliser de règles
Inch'Allah, après le baccalauréat, vous n'aurez pas le temps de discuter avec le prof. Il écrit et efface pendant la séance, mais vous n'aurez pas l'occasion de lui dire attendez. Je me rappelle, j'ai jamais parlé à mon prof pendant la première et la deuxième année de la faculté. Elle est distant plus que de 6 mètres dans un amphithéâtre. Elle fait son cours et elle part. Oui. Fente de dimension D. Là. De dimension D. Donc, sachez bien comment déterminer la longueur L. De la moitié, généralement, il est donné, mais de la moitié de frange sombre de droite jusqu'à la moitié de frange sombre de gauche. Vous avez remarqué, plus on change cette fente-là D, plus le phénomène, donc ce que nous voyons à l'écran dépend de la distance D. Donc, à la ligne, vous notez, par analogie, vous notez en abréviation, par analogie avec les ondes mécaniques progressives périodiques sinusoïdales, on obtient un phénomène semblable. On obtient un phénomène semblable avec la lumière. Donc, on peut confirmer l'aspect ondulatoire de la lumière. Tout simplement, on peut dire que la lumière est une onde. C'est le titre, grand 1. On peut confirmer l'aspect ondulatoire de la lumière. En conclusion, pour finir cette conclusion, la première des choses, nous ne pouvons pas faire cette expérience, mais nous pouvons dire que la lumière nous parvient du soleil,
des astres qui sont très éloignés, ça veut dire que cette lumière, elle peut se propager dans du vide ou de l'absence de la matière, ce qui n'était pas le cas pour les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, la seule différence entre les deux types d'ondes, c'est que les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel pour se propager, mais les ondes peuvent se propager dans des milieux, dans le vide, ou dans tous les milieux qui sont transparents, nous l'avons dit, transparents et homogènes. Homogène, c'est notre programme, mais il peut se propager dans des milieux qui ne sont pas homogènes. Mais il y a des phénomènes qui accompagnent ces milieux qui ne sont pas homogènes. Pour nous travaillons toujours sur des milieux qui sont homogènes, faciles à traiter et faciles à travailler les lois de physique dans ces cas-là. Donc, oui. On dit non, lorsqu'on parle, il y a une phrase qui est très connue, tout est relatif. Donc, pour moi, avec mes élèves, je dis le vide dans un sens, par exemple. L'année dernière, nous avons parlé de la chute libre. On dit que la chute libre s'effectue dans le vide. Mais généralement, dans des conditions données, nous pouvons accepter dans une pression qui est très, très petite ou dans un gaz raréfié, on peut accepter. D'accord? Donc pour nous, sinon on posera la question, qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu? On entrera dans une discussion qui est hors de programme. Donc, on dira que un vide qui est relatif. Donc, dans la conclusion, vous notez, j'ai dit, la lumière n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. La lumière n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. La lumière n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Deuxième tiré. La lumière ne se propage pas dans les milieux opaques. La lumière ne se propage pas dans les milieux opaques. C'est-à-dire quoi? Qui ne sont pas transparents. La lumière ne peut pas se propager dans les milieux opaques. Dans les milieux opaques. Dernier tiré. Au début de la séance, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous entendez par lumière? Et le début, c'est ce que vous avez dit, le début était la lumière, c'est celle qui nous permet de voir. Et dans la plupart des gens considèrent la lumière, c'est celle généralement qui est comprise dans un domaine entre 0 dans l'air ou dans le vide, entre 0,4 micromètres et 0,8 qui est le domaine de visible. Mais par la suite, cette notion de lumière a été généralisée pour qu'il englobe toutes les ondes électromagnétiques. Puisque nous avons, par la suite des études, mené à savoir que ces ondes sont formées par le champ électrique E et un champ magnétique, ces deux, donc on a appelé ces ondes électromagnétiques. Donc toutes les ondes électromagnétiques sont de la lumière, dans le sens large du mot lumière. N'est pas la lumière visible, mais on parlera de la lumière d'une façon générale, que ce sont des ondes électromagnétiques. Donc vous notez, la lumière est une onde électromagnétique
la lumière est une onde électromagnétique qui correspond. La lumière est une onde électromagnétique qui correspond à une propagation simultanée, d'un champ électrique E, une propagation simultanée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B. D'un champ électrique E et d'un champ magnétique B. La nature de cette onde-là. Oui, nous avons qualifié les ondes mécaniques comme soit transversales, soit longitudinales. Comment il est là? Transversale. Comment on l'a su qu'elle est transversale? Regardez entre guillemets les déformations, le changement selon la variation de E. Comment E est avec la direction? Elle est perpendiculaire. Comment B avec la direction? Elle est perpendiculaire. Donc on peut qualifier que l'onde lumineuse est une onde qui est transversale. D'accord? Vous notez au-dessous, onde transversale. Ce sont des ondes sphériques dans tout l'espace. Ondes sphériques transversales. Oui. Oui. Voici la direction. D'accord? Et E, elle est comme ça. Comment E est par rapport? E, toujours, il appartient à ce plan. Il commence par une valeur maximale. Ça diminue. Ici, c'est quoi? Oui. Donc 2 en chiffre romain. Caractéristique d'une onde lumineuse. Les caractéristiques d'une onde lumineuse. De 1, lumière monochromatique. Lumière monochromatique. Donc, nous avons fait une expérience, nous avons utilisé un prisme et nous avons utilisé cette laser vert. Et qu'est-ce que nous avons constaté?
au lieu de continuer vers un point ici, lorsque j'ai enlevé le prisme, nous avons reçu une tache là. Et là, on parlera de ce qui s'est passé là. Il se produit une déviation.